Alors passons à quelques faits et chiffres. Sur les 500 milliards que l'Union européenne a injectés en Ukraine, 48 milliards ont déjà disparu. Oui, et Volodymyr Zelensky ne sait pas où ils sont passés. 48 milliards, ce n'est pas comme perdre un billet de 50 euros, tu comprends? Ce sont 48 milliards d'euros. En même temps, le nombre de, comment s'appellent ces Lamborghini, ces voitures de luxe là. Donc, le nombre de ventes de Porsche et de Lamborghini à Monaco à des Ukrainiens, je crois qu'il a été multiplié par 250. On pourrait maintenant établir un lien entre les fonds détournés, 48 milliards, et les structures oligarchiques qui font qu'on voit apparaître de superbes voitures avec des plaques ukrainiennes quelque part à Monaco. Oui. D'ailleurs, j'ai maintenant un mème, je peux aussi te l'envoyer, oui, mais c'est vraiment assez les mèmes, tu sais, tout est dit en images. Maintenant, il y en a un comme ça. Là, on voit donc Zelensky, un peu comme le Père Noël avec son traîneau qui descend du ciel. Et puis, il y a Madame von der Leyen, Macron et Merz qui donnent à Zelensky un énorme sac d'argent. Et Zelensky prend 3 sucettes et en donne une à Macron, une à von der Leyen et une à Merz. Et puis, ils sont contents, comme des enfants. Et Zelensky repart dans le ciel avec son traîneau de reine et son sac d'argent. Ça dit tout, en fait. En même temps, nous avons maintenant un chef d'État, Zelensky, qui apparemment ne veut pas encore vraiment permettre des élections. Donc, pour faire court, oui. Alors, quelle démocratie défendons-nous? Nous défendons essentiellement une Ukraine hautement corrompue avec des tendances parfois fascisantes qui restreint la liberté d'expression, l'opposition au Parlement et ainsi de suite. Il y a en Ukraine de bonnes institutions de la société civile et des personnes engagées, de bons démocrates qui essaient de résister à cela. Zelensky a maintenant perdu son conseiller. Les structures démocratiques en Ukraine sont actuellement fragiles et nous nions simplement cela et en Occident, nous faisons toujours comme si nous devions défendre quelque chose là-bas. Et contre cette cécité occidentale, cette incapacité occidentale à reconnaître ses propres échecs, ceux de l'Europe de l'Ouest, oui, contre cela, Trump proteste maintenant lorsqu'il écrit dans son étude sur la sécurité que l'Europe est en déclin civilisationnel. Parenthèse ouverte, c'est vrai, parenthèse fermée, parce que l'Europe n'est plus capable d'autocritique, n'est plus en mesure de corriger ses décisions politiques, parce que l'Europe n'est plus capable de faire une évaluation rationnelle de ses propres capacités. Alors, je dirais, comment ça s'appelle déjà, ce plan général Allemagne, plan d'opération Allemagne, comment nous, et ainsi de suite. Je peux seulement dire que le plan d'opération Allemagne s'arrête à Stuttgart. Alors, il y a une gare qui a commencé en 2012, qui devait être terminée un jour en 21, et qui sera peut-être terminée en 2029 maintenant, mais quand il s'agit d'envoyer encore des troupes au front, ou peu importe, nous n'avons même pas les chauffeurs ou les camions pour cela. C'est-à-dire cette surestimation européenne de la réalité militaire d'une guerre qui est déjà perdue, il suffit juste de regarder militairement. Alors je ne suis pas une experte, mais j'écoute les vidéos YouTube de Glenn Disson ou de Mesheimer, il y en a assez, ou de Scott Ritter. Il y a suffisamment de bonnes personnes qui analysent quelles troupes, quelles armes, et ainsi de suite. Quand on écoute tout ça, toute personne capable de réfléchir sait, cette guerre est perdue depuis au moins 1 an. Oui, et maintenant les dernières villes sont tombées, maintenant il n'y a plus que du terrain libre derrière, maintenant les Russes peuvent probablement passer par le Djepa comme ça. On peut tout regretter et, comme l'Occident, dire « ce n'est pas possible », c'est ce que fait encore Strack Zimmermann sur Deutschlandfunk. Oui, maintenant les Russes avancent, mais se remettre en question, ce serait dire « d'accord, en avril 2022, il y a eu des négociations ». Le négociateur était Jacques Ruch, un Suisse en Turquie à Istanbul. Il a écrit un livre à ce sujet, tout le monde peut le lire. Et dans ce livre, il était écrit « Les Russes ont, la Russie a, en avril 2022, essentiellement proposé la paix immédiate. La Crimée serait restée russe, tout le reste serait resté en Ukraine. » Qui n'a pas signé cela? Zelensky avait déjà paraphrasé cela. Boris Johnson est arrivé de Londres, apparemment mandaté par les Américains, et il a prononcé cette phrase légendaire « L'Occident n'est pas encore prêt pour la paix ». L'Occident, nous n'étions pas prêts pour la paix, n'est-ce pas? De cela, dit le général Kouya, donc l'ex-général Kouya, qui est aussi un expert militaire, il dit « Chaque retard dans la guerre et chaque évolution du front qui s'est matérialisée en faveur des Russes depuis avril 2022 revient à la charge de l'Occident, ou du moins à une corresponsabilité occidentale. »
Nous sommes maintenant dans une situation très clairement où nous n'avons plus de solutions qui permettent de sauver la face. Oui, la guerre est gagnée, les soldats désertent, ils sont plus d'1 million. Dieu et leur âme, les morts. Dans cette de jeunes hommes tombés inutilement des deux côtés, comme tant d'autres. Quand on dit avril 22, cela aurait pu être terminé. Maintenant, il ne reste que des marchandages auxquels Trump participe, bien sûr. Tu te souviens de cet accord sur les terres rares qu'il a, pour ainsi dire, conclu avec l'Ukraine? En même temps, il est maintenant très très probable que le Donbass et Louhansk, ces deux régions, tombent entre les mains des Russes. En fait, là-bas, il y a aussi beaucoup de terres rares, donc les Russes auront leurs minéraux, si tu veux. Pour l'instant, il s'agit d'abord d'un cessez-le-feu, puis de négociations de paix, mais essentiellement de transactions. Qui obtiendra quelles terres rares? Voilà donc pour le sujet. De quoi s'agit-il vraiment? Il est question de terres rares, pas de paix, de liberté ou autre, d'accord? Rarement cela a-t-il été aussi clair que dans cette guerre en Ukraine. Trump est franc sur ses intérêts, l'Amérique d'abord. Ce conflit concerne surtout des transactions. En face, certains politiciens européens voulaient rester fortement impliqués dans la guerre. Penses-tu qu'ils sortiront la tête haute de la guerre, ou crois-tu qu'il y aura un nouveau niveau d'escalade? On pourrait, par exemple, faire exploser une centrale nucléaire. Qu'en penses-tu? Tout d'abord, nous avons constaté que les Américains semblent vouloir diviser l'Europe. Mais je ne veux pas rejeter toute la faute sur les Américains. Nous nous divisons nous-mêmes. Nous nous sommes divisés nous-mêmes à propos de cette question de guerre. Donc, l'idée que l'Union européenne soit un projet de paix, ça l'a été autrefois, dans les années 90, à l'époque de Delors, c'était une autre époque, j'ai d'ailleurs travaillé pour Delors. Qu'une Union européenne qui raconte depuis 70 ans qu'il n'y aura plus jamais de guerre en Europe, qu'une telle institution puisse s'unir dans la guerre, c'est complètement absurde. Oui, et nous n'avons jamais eu d'unification européenne. Donc je voulais juste dire ça rapidement avant de parler de Sapovica. Toute cette histoire de va-t-en-guerre, c'était les pays baltes. Les Estoniens avec les Polonais, avec les Britanniques, avec Washington, oui. Et bien sûr maintenant Macron et Merz, malheureusement, dans la perversion totale de la relation franco-allemande. Les Polonais et Roumains refusent d'être un camp de l'OTAN, les Bulgares, Hongrois, Tchèques, Slovènes, ainsi que l'Italie, la Grèce, le Portugal et l'Espagne voulaient tous sortir. Oui, donc, c'était toujours une erreur de le penser. Voilà pourquoi je dis aussi, l'Union européenne ne survivra probablement pas institutionnellement à la tragédie ukrainienne. Le ressentiment envers Madame Giraud et Madame von der Leyen est immense. Lapsus, Madame Giraud. Oui. On m'en veut beaucoup pour avoir dit cela, c'est pourquoi j'ai été renvoyée de l'université. Mais le ressentiment envers Madame von der Leyen est immense. 3 motions de censure ont eu lieu au Parlement européen, oui. Donc même là, nous avons les forces populaires et conservatrices sont proches de la majorité. Oui, il faut noter qu'entre le groupe Parti populaire européen, le Parti populaire européen, et les 3 partis dits populistes, il n'y a que 2 mandats d'écart et 3 motions de censure. Tu dois écouter le dernier discours de Madame von der Leyen. Elle est restée 1 heure. Nous devons être forts. Nous envoyons nos soldats. Tout ce discours est... Donc, je dirais franchement que c'est à vomir, oui. Si on pense à... j'ai travaillé dans les années 90 pour Jacques Delors, pour une Europe. Delors était catholique et socialiste. Oui, il voulait la paix et la justice en Europe et la démocratie. Il ne voulait pas... Nous devons être forts contre la Russie. Voilà. Donc, on ne va pas mettre ça sur le dos des Américains. Nous nous sommes surestimés dans ce conflit. Donc, l'Europe de l'Ouest, nous avons agi par nous-mêmes. Oui, cette haine des Russes qui a pu être mobilisée ici d'une certaine manière, comme si les Russes arrivent, oui, donc dans une sorte de honte, aussi le fait que cela ait été possible. Aussi que nous avons oublié notre histoire, que nous avons oublié les 27 millions de soldats soviétiques qui sont morts en 1941 lors de la campagne Barbarossa. Oui, que nous avons décontextualisé le contexte, donc que tout cela n'a pas été raconté. Donc, pour la 2e fois, je dirais nos pères, nos grands-pères. 27 millions de morts en Union soviétique, oui, et cela n'est pas dit. Maintenant, on parle sérieusement de refaire la guerre à la Russie. Tout cela est absurde, émotionnellement, socialement, économiquement. Faire exploser un pipeline, des sanctions inefficaces. Nous sommes donc dans une telle dissonance cognitive, coupée de notre histoire, dans un refoulement émotionnel et une sorte d'aveuglement politique face à ce qui se passe réellement, qu'on ne peut qu'avoir honte. Bon, et maintenant j'en viens à Zaporijia. Pourquoi? Tu connais ça aussi. Quand on a tellement honte qu'on ne peut pas admettre son échec, qu'est-ce qu'on fait alors? La plupart des gens ne savent même pas dire pardon.
Toi, pardon, je me suis trompé. Imaginez Strack, Zimmermann et Macron devant la presse. Désolé, nous avions tort. Les Russes ont gagné depuis 1 an et demi, il y a trop de soldats. Nous ne voulions plus de guerre. Nous avons refusé la solution diplomatique en avril 2022. Nous en avons honte et sommes co-responsables. Et ils sont censés faire ça maintenant, après nous avoir répété pendant 3 ans « le russe, le russe, le russe », ça veut dire qu'il n'y a pas de solution qui sauve la face. Il y a une citation de Rimbaud, un jeune poète pendant la Révolution française. Il a dit un jour « Qui ne peut pas construire doit détruire ». Celui qui ne peut pas créer doit détruire. Qui ne peut pas construire doit détruire. Celui qui ne peut instaurer la paix maintenant, ni n'a œuvré pour elle. Celui qui s'est couvert de honte devant l'histoire et la diplomatie, trahissant l'héritage de la civilisation européenne. Celui qui littéralement a agi de la sorte envers l'Europe, l'Europe étant une femme. Celui qui a abusé de l'Europe parce qu'il l'a violée, on peut bien l'érotiser, n'est-ce pas? Que peut-il faire d'autre que se débattre? La citation de Rimbaud dit en fait que j'ai tellement honte, jusqu'au plus profond de moi, et que je n'ai plus aucune solution pour sauver la face, que je ne laisse derrière moi que des décombres et des cendres, pour que ce soit, quoi qu'il arrive, la faute de Poutine, pour que personne ici ne se dise qu'on a peut-être une grande part de responsabilité dans tout ce que j'ai dit. Et maintenant, aujourd'hui, nous parlons dans une situation où Mark Rutte a prononcé un discours un peu cryptique, qu'on peut interpréter de différentes manières. Oui, le secrétaire général de l'OTAN, que j'ai interprété ainsi spontanément, l'interprétation reste possible. Oui, il s'agit maintenant en fait de cette centrale nucléaire de Zaporijia, où il y a encore des combats, oui, et bien sûr la question se pose, une bombe atomique va-t-elle tomber sur cette centrale nucléaire? Donc on provoquerait un accident nucléaire. Tchernobyl est encore dans toutes les mémoires. C'était en 86, non? Oui, là tu as bien sûr un accident nucléaire. C'est-à-dire t'as comme à Fuku, comment ça s'appelait? Le Fukushima japonais ou quelque chose comme ça. En principe, une fusion du cœur, oui. Au moment où tu as une fusion du cœur, tu as un mouvement de fuite. Bien sûr, tout le monde doit quitter la région. Oui, voilà. Et la question maintenant, c'est vraiment, et c'est en discussion, donc je ne veux même pas en discuter ici, je ne veux même pas l'envisager, je ne veux pas non plus être dystopique, mais on peut regarder les vidéos de Patrick Bart ou de Scott Ritter ou de Glenn Dyson et ainsi de suite. Cela veut dire la question de savoir si l'Union européenne pousse son nihilisme au point d'envisager maintenant une escalade nucléaire. C'est ainsi que cela a été présenté. Oui, cela a vraiment été dit ainsi. Cela tient bien sûr aussi au fait que, comme on dit, nous ne sommes capables de rien, ni militairement, ni nucléairement. Nous n'avons pas de chars, il n'y a rien qui roule à la Bundeswehr. Tout est rouillé et il manque aussi des soldats, oui. Cela veut dire qu'en termes de commandement militaire classique, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pourrions agir que sur le plan nucléaire si nous disions... En tout cas, l'Occident doit gagner, c'était ce discours sur la paix par la victoire. Et à cet égard, je dirais que le plus grand danger en ce moment, c'est la psychologie qui consiste à dire que l'Occident l'aveu que nous avons perdu. Notre arrogance et notre suffisance impitoyable se retournent contre nous. L'orgueil précède la chute, et c'est ce qui nous arrive maintenant. Juste avant Noël, nous ne pouvons le raconter à personne. Et c'est pourquoi je suis vraiment très inquiète, parce qu'il y a d'un côté cette possibilité d'escalade nucléaire autour de Zaporijia, et de l'autre cette confiscation des avoirs russes. Ce conflit est en cours pendant que nous parlons. Oui, là, il y a vraiment de la tension derrière tout ça, et il faut vraiment en prendre conscience. Nous parlons donc de confisquer des avoirs russes à hauteur de 200 milliards d'euros qui se trouvent dans une banque de compensation en Belgique. Ce n'est pas seulement contraire au droit international, cela rompt aussi avec le principe, entre parenthèses, de la Suisse, entre parenthèses. En Europe, les avoirs sont sûrs. Imagine maintenant que cela soit confisqué. Imagine que, le lendemain, les Chinois retirent toute leur fortune d'Europe. Donc, si je voulais débrancher l'Europe, je dirais « Chère Madame von der Leyen, confisquez donc les avoirs russes. » Je parierais que tous les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud sont solidaires avec la Russie. Alors que tous les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui représentent que la moitié de la population mondiale, retireraient leurs avoirs d'Europe. L'Europe s'effondre comme un château de cartes. Et le fait que cela soit présenté de manière analytique et objective, mais que personne ne semble vouloir en parler, que cela n'apparaisse pas dans les actualités, que ce ne soit pas discuté. Je suis bouleversée par tant d'aveuglement et d'arrogance. Cela me fait pleurer.
Je veux dire, Ulrike, la réalité dehors te donne raison. Tu l'as prêché depuis le premier jour. Et les unes devraient en fait être remplies du gros titre. Géraud avait raison. À la place, on s'accroche à ce récit mensonger jusqu'au bout, peut-être jusqu'à la fin amère, comme tu viens de le décrire correctement. Est-ce qu'il y a aussi des moments où tu ressens une certaine satisfaction? Pour être honnête, non, la situation est vraiment bien trop grave pour ressentir de la satisfaction ou du triomphe. Je n'éprouve aucune satisfaction. Oui, en fait, je serais vraiment heureuse si la Cour fédérale du travail, disons, revenait à la raison parce que je crois tout simplement que nous avons besoin d'un état de droit qui fonctionne et d'une bonne justice. Je ne ressens vraiment aucun triomphe. Avoir raison n'a rien d'exceptionnel, j'avais raison, mais à quoi ça sert? Oui, donc il y a Max Weber, l'éthique de la responsabilité et l'éthique de la conviction, et avec l'éthique de la conviction, on ne va pas très loin, et j'aurais vraiment préféré, plutôt qu'un triomphe, je souhaiterais que la jeunesse poursuive ses manifestations pour la paix, que notre société se remette un peu en mouvement, la grande majorité de la population allemande et des citoyens européens. J'ai aussi lancé ce projet européen pour la paix. Oui, ils ne veulent pas de guerre. Est-ce que les Russes ont aussi des bébés? Oui, les Russes ont des bébés, eux aussi. Oui, donc. Tu comprends, je suis en fait un peu émue, parce que d'un côté, j'ai honte que notre génération, nous, à 60, il semble que nous ayons manqué quelque chose. Même la jeune génération, pourtant plongée dans l'ère numérique, pense différemment et certaines choses n'ont pas été transmises. Oui, et j'aimerais simplement qu'on puisse en sortir à nouveau, ce serait le plus important. Oui, donc, Notre échange sera diffusé avant Noël. Donne à nos téléspectateurs 3 recommandations d'action très concrètes pour gagner un peu plus de clarté et de souveraineté en 2026. oui, alors je dis toujours, le mieux, c'est de se rappeler Socrate. Quand le voisin revient et dit oui, Poutine veut, si on ne l'arrête pas à Kiev, il ira jusqu'à Lisbonne ou un truc du genre. Socrate répondait toujours sur l'agora, est-ce bien le cas? Donc, à tous ceux qui sont toujours tellement convaincus que le vaccin est sûr, ou que Poutine veut marcher jusqu'à Lisbonne, ou quoi que ce soit d'autre, à ceux-là, on peut peut-être tout simplement répondre à la clôture du jardin, est-ce vraiment le cas? Et moi, si on le fait 3 fois, souvent, après ça, l'autre n'a plus d'argument. Il suffit de répéter 3 fois, est-ce vraiment le cas? Je crois aussi que nous devrions redevenir visibles en tant que société sur la question de la paix. Je souhaite avant tout aux élèves du courage et de la force pour affirmer « ce n'est pas notre guerre, ni celle de cette génération ». Ils n'en sont pas responsables et devraient élever la voix et refuser le service militaire. Oui, c'est vraiment important. Nous devrions nous rappeler, en tant que République fédérale d'Allemagne, d'où nous venons, je répète, la campagne de Barbarossa. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet ici. Mon souhait serait, pour les personnes qui lisent encore, il y a un livre vraiment formidable de Jochen Elbeck, dont j'ai aussi parlé sur ma chaîne, où je parle de livres. Oui, la guerre est très différente, il décrit la campagne de Barbarossa. Si ce livre est dans chaque foyer allemand, la guerre et la haine des Russes cesseront. C'est ce que je voudrais. Est-ce le cas? Les manifestations des élèves prennent de l'ampleur et sont soutenues, et tout le monde retrouve un peu de courage pour ce que nous défendons ici. Nous lisons Jochen Helbeck, nous nous rappelons notre histoire, 41, Willy Brandt et Egon Bahr. Nous nous rappelons que nous avons un jour formulé la devise « Le changement par le rapprochement ». Nous nous rappelons que nous voulions un ordre de paix avec la Russie. Et puis, nous pouvons aussi être assez raisonnables pour dire, si nous faisons cela avec la Russie, le pipeline sera reconstruit, les sanctions seront levées, alors l'économie repartira et le gaz coulera à nouveau. Alors ce pays avancera. Je souhaite ces 3 choses accessibles à tous. Ulrike, je vais te poser 5 questions à choix multiples pour terminer. Réponds spontanément, prends position et donne des réponses courtes. Sauver l'Allemagne ou soi-même? Sauver l'Europe, Allemagne, 2030, Renaissance ou République bananière? Renaissance. L'Allemagne va devenir européenne, comme le disait Stefan Zweig, l'Europe allemande, l'Allemagne européenne. Elle ne réussira pas seule, voilà mon message. Renaissance signifie renaissance, la dernière renaissance était européenne, donc une renaissance européenne. Avec qui préféreriez-vous être sur une île déserte? Netanyahou ou Donald Trump? Trump. Alternative für Deutschland Tabou ou thérapie?
Weidel, Alternative für Deutschland, Höcke, Alternative für Deutschland. Ce n'est pas pareil. Oui, mais cela reste une thérapie. L'Alternative für Deutschland fait bien son travail d'opposition et agit comme un aiguillon. Et pour la dernière question, tu peux développer un peu. Qu'est-ce que tu chuchoterais à l'oreille de ta version de 20 ans? C'est vrai? Ne crois rien de ce que tu te dis à toi-même, l'enseignement des Bouddhas. Ne crois rien que tu n'aies pas expérimenté toi-même. Ne crois rien que tu n'aies pas expérimenté toi-même, ne te laisse rien raconter. Un pays qui stigmatise moralement la critique perd son orientation, et c'est précisément pour cela que des voix comme la tienne sont indispensables. Je suis certain que l'histoire jugera ta position plus justement que le présent. Merci pour ta clarté et ton courage. Je souhaite le meilleur à toi et ta famille. Merci Simon, je te le souhaite aussi. Je souhaite à tous de belles et paisibles fêtes. Un enfant nous est né. Oui, c'est vraiment le cas, il faut aussi le prendre au sérieux. Un enfant nous est né, c'est toujours l'espoir, oui, l'espoir de l'enfant, l'avenir et à tous un bon passage à la nouvelle année. Ce n'est pas moi. Merci.